Je vais demander aux participants de la prochaine table ronde de venir me rejoindre. Nous allons nous pencher sur le réseau fluvial, son utilisation à la fois pour le transport fluvial, par les ports, pour le tourisme, la batellerie. Je vous laisse vous installer, je ne vais pas faire l'appel avant, vous reconnaissez. Oui, alors il y a un jeu difficile qui consiste à nettoyer son micro entre deux, mais je reconnais que c'est difficile. On va se passer les micros comme vous pouvez. Donc, pour nous parler d'un atout oublié, le réseau fluvial. Alors, peut-être que si vous baissez votre main, ça va faciliter, et pour moi, pour vous trouver sur la carte. Alors, au moins quand vous, une demi-seconde. Sébastien Hénique, donc je vais faire pareil l'appel. Sébastien Hénique, vous êtes directeur de l'aménagement à Aropa Port de Paris. Donc vous nous expliquerez la réorganisation des ports, justement. À vos côtés, Dominique Ritz, vous êtes directeur territorial du bassin de la Seine et Loire-Aval chez VNF, Voies navigables de France. Après, vous n'êtes plus dans l'ordre, alors je ne m'en sors pas. Benoît Hamon, responsable navigation chez Croisier Europe. À vos côtés, Pascal Malbruno. Bonjour Pascal. Conseiller délégué à la batellerie de Saint-Mamès, mais aussi, vous m'avez demandé de préciser que vous étiez aussi administrateur d'une structure qui s'appelle E2F. Vous nous en reparlerez. Entreprise fluviale de France, une nouvelle organisation professionnelle qui rassemble la majeure partie des usagers des voies navigables. Et enfin, peut-être Pierre-Yves Biette. Bonjour Pierre-Yves. Vous êtes directeur des partenariats Territoire Europe au canal Seine-Nord Europe. Vous allez donc nous parler de ce grand projet dont on entend parler depuis longtemps, mais qui avance maintenant à grands pas. Alors, je voudrais qu'on fasse justement une nouvelle fois le bilan de ce réseau fluvial, de la façon dont il est utilisé depuis 20 ans. Peut-être Dominique Ritz, est-ce que vous pourriez vous lancer dans ce bilan du trafic ? Merci de me passer la parole en premier. Alors, le transport fluvial, et je vais parler du transport fluvial d'abord de fret. Le transport fluvial de fret a été un mode qui a été très longtemps oublié. J'allais dire que depuis la fin des années 60 et jusqu'au début des années 2000, nous avons assisté à une chute très importante du transport fluvial. Si on prend le bassin de la Seine, on est passé à peu près de 50 à 60 millions de tonnes transportées à un peu moins de 20 millions de tonnes. On observe maintenant, depuis quelques années, c'est finalement relativement récent, 3-4 ans, un rebond, un regain d'intérêt pour ce transport fluvial. Et c'est une chance. Et c'est une chance parce qu'on ne le dira pas assez, le transport fluvial de fret, c'est quand même un transport extrêmement intéressant au plan environnemental. Alors j'ai certes entendu un certain nombre de remarques sur les impacts du transport fluvial, sur les berges ou ailleurs. Pour autant, il faut garder à l'esprit que c'est un transport qui est extrêmement performant en termes énergétiques, puisque transport fluvial, c'est à peu près 5 fois moins de CO2 à la tonne transportée qu'en camion. Sur le bassin de la Seine, en 2020, on a estimé, à partir de données notamment de l'ADEME, que le transport fluvial avait contribué à économiser quasiment 300 000 tonnes de CO2. C'est loin d'être négligeable. Et donc, le transport fluvial, c'est un mode doux. C'est un mode qui permet d'acheminer, comme je le disais, avec une très faible consommation énergétique, des marchandises au plus près des clients. Ça permet de contribuer au développement d'une logistique durable, de cette logistique que nous souhaitons tous, a fortiori dans le cadre du développement du e-commerce, qui multiplie les demandes de livraison à domicile. Et donc le transport fluvial peut contribuer à cette logistique durable, faiblement émissive, faiblement énergivore, celle que finalement nous avons besoin pour accompagner le défi du changement climatique. Sur le transport de voyageurs, de passagers, mon voisin de gauche en dira sans doute beaucoup plus que moi. Pour autant, on observe que sur le bassin de la Seine est un haut lieu d'attractivité. Évidemment, pour ceux qui ont eu la chance de faire de la croisière ou de faire des déplacements
dans Paris en bateau de passagers. La Seine offre une opportunité de découvrir le paysage et les merveilles de cette vallée de la Seine tout à fait remarquable. Et donc nous avons une très forte attractivité de la Seine. Alors évidemment, la pandémie est venue jeter une ombre sur cette activité, puisque une très grande partie des clients qui aujourd'hui utilisent la Seine sont des clients étrangers et que la pandémie les a évidemment chassés. Mais pour autant, il faut garder à l'esprit, par exemple, que si on prend Paris, en 2019, il y avait eu 9,5 millions de passagers dans Paris qui avaient voyagé par bateau promenade ou croisière. Et 9,5 millions de passagers, eh bien, c'est 1 million de plus que de gens qui montent sur la Tour Eiffel. Ce qui fait de la Seine, si on peut le comparer ainsi, comme un monument payant, le deuxième monument payant le plus visité de France après le Louvre. Alors Benoît, justement, c'est votre domaine. Depuis la création de Croisiers Europe en 1997, en fait, c'est surtout le Manche qui... Oui, c'est depuis 1997 que Croisiers Europe a mis son bateau qui navigue entre Paris et le port de Honfleur. Donc on propose des croisières de 6 jours. Voilà, tous les jours, on fait une escale et on fait une petite promenade sur le territoire. Nous, en 20 ans, on s'est aperçu qu'il y a plus de monde qui nous voit. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus il y a eu des efforts dans chaque commune, sur les berges, de la part de VNF, territoire. C'est qu'il y a de plus en plus de promeneurs, que ce soit les week-ends ou même la semaine. La Seine est devenue un aimant, alors qu'en début 97, on n'était pas aperçu. Donc on faisait beaucoup de publicité pour attirer le riverain à venir sur notre bateau, et maintenant il est connu. Pascal Malbruno, donc à travers votre nouvelle association, peut-être que vous avez aussi un bilan à nous faire de la progression de ce trafic. Alors oui, Entreprises fluviales de France, c'est une fédération reconnue par le ministère des Transports. Nous rassemblons la majeure partie des transporteurs usagers des voies navigables, dont nos collègues passagers, les artisans et les compagnies. On a un petit creux là en ce moment en sortie de Covid sur la Seine, mais oui, on a de bons espoirs de trafic. Le transport fluvial reste, je le rappelle, ça a été dit, le moyen de transport le plus sûr, le plus économique et le moins cher. Donc sur une bonne massification, je dirais qu'on est les meilleurs. Alors Pierre-Yves Biette, vous, c'est dans l'avenir que ça va changer la donne. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur l'avancement de ce fameux canal ? Alors c'est vrai que 20 ans de combat pour la Seine en partage, j'ai envie de dire aussi 20 ans, on pourrait dire 30 ans, n'est-ce pas Dominique, de combat, de débat aussi. Il faut aussi le mettre en évidence pour le canal Seine-Nord-Europe. Mais aujourd'hui, c'est le temps du canal, en effet. C'est l'heure du canal, ce projet donc, qui est piloté par les collectivités territoriales des Hauts-de-France, avec le soutien de la région Île-de-France, qui contribue, monsieur le vice-président, à hauteur de 110 millions d'euros au financement du projet de canal, très fortement soutenu par l'Europe, bien sûr, par l'État également. Eh bien, il devient une réalité de plus en plus visible sur le territoire. Je ne sais pas si tout à l'heure on pourra passer une petite image qui montre... ça se passe dans la région voisine des Hauts-de-France, mais donc entre Compiègne et Cambrai, puisque c'est là que les 107 km du canal Seine-Nord-Europe vont être réalisés. Eh bien, il se passe des choses. Il se passe des premiers travaux, des essais pour valider les orientations qui seront prises pour la réalisation du canal proprement dit. Vous voyez fleurir les premiers panneaux de chantier. Vous voyez aussi... une concertation qui continue de se développer, mais cette fois pour préparer les habitants à la perspective du chantier, pas pour débattre de l'opportunité. Donc on a clairement passé un cap. Et puis évidemment, au-delà de tout l'aspect technique, les 6 écluses, les 107 km, les 60 ponts, c'est tout le volet environnemental du projet.
C'est plus de 1100 hectares d'aménagement écologique qui vont être réalisés. Tout à l'heure, l'intervenant donc évoquait la restauration de zones humides, restauration d'anciennes gravières. Eh bien, ça fait exactement partie des exemples et des aménagements que nous allons réaliser. Donc ça devient une réalité. Alors pourquoi ? C'est justement, et ça c'est l'avenir, réaliser donc une grande liaison fluviale qu'on appelle la liaison Seine-Escaut entre Le Havre, l'Île-de-France et le nord de la France et au-delà, effectivement, la jonction avec l'ensemble du réseau fluvial européen, et donc créer ce grand couloir à la fois économique pour le développement du transport fluvial et écologique au travers de l'usage justement de la voie d'eau et de tout ce qui s'y passe autour. Ça a été évoqué dans les tables rondes précédentes et à l'instant. Et ça, donc, si je m'en tiens à ce stade pour évoquer le transport fluvial, c'est évidemment du fait de ce désenclavement de la Seine, un trafic annoncé très important pour le trafic fluvial, bien sûr, entre le bassin de la Seine et le nord de l'Europe. Là, on va quasiment multiplier par 5 le trafic par rapport aux petits canaux actuels qui créent un goulet d'étranglement, mais y compris sur la Seine, le fait de désenclaver le bassin, le fait de pouvoir permettre aux grands bateaux d'aller et venir depuis l'Europe, depuis le Nord, sur la Seine et vice-versa, eh bien, c'est une croissance de l'ordre de 20 à 40%, suivant si on est en Seine-Amont ou en Seine-Aval, donc une croissance du trafic fluvial dans les années à venir. La date de mise en service de tout ça ? Donc aujourd'hui, l'objectif qui nous est fixé par l'Europe, c'est fin 2028 pour le canal Seine-Nord-Europe, donc les 107 km de maillon neuf, on va dire. Mais comme je disais, le canal, c'est l'élément central d'un ensemble beaucoup plus large qui est la liaison Seine-Escaut. Et VNF développe et aménage la Seine, l'Oise, avec la mise à grand gabarit, la Seine-Amont, bien évidemment, avec Brenaujean. Sur le nord, Pas-de-Calais également, des investissements. Et tout ça doit être à l'heure de 2030 pour la mise en œuvre effective de cette grande liaison européenne Seine-Escaut. Alors Sébastien Hénique, les ports eux aussi bougent, avancent. Bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, je suis Sébastien Hénique, directeur de l'aménagement à Haropa Port, à la direction territoriale de Paris de Haropa Port, donc qui n'est plus Port de Paris. Comme vous le savez, nous avons fusionné avec les ports du Havre et de Rouen en juin dernier pour former donc Haropa Port, qui est un système intégré de l'ensemble des grands ports maritimes et fluviaux de l'axe Seine. La direction territoriale de Paris de Haropa Port donc, a repris les missions historiques de Port de Paris, qui consistent à développer, aménager, gérer l'ensemble des installations fluviales, portuaires fluviales d'Île-de-France. Alors, pour donner quand même des ordres de grandeur et puis préciser un peu ces missions, on compte en Île-de-France, et c'est parfois contre-intuitif pour les gens qui connaissent mal le fleuve, à peu près 70 installations portuaires qui sont de taille très variée et insérées dans des milieux, dans des environnements très variés. On a de l'ordre donc de 70 installations, 6 plateformes multimodales, qui sont les plus grosses installations, la plus emblématique étant le port de Gennevilliers, qui représente à peu près 400 hectares, ce qui est colossal. 2 autres plateformes très importantes, le port de Bonneuil et le port de Limay, de 200 et à peu près 120 hectares. Et 3 autres plateformes un peu plus éloignées du centre de la région, Évry, Montereau et Bruyères-sur-Oise. On appelle ces plateformes multimodales parce qu'elles permettent un transport routier, un transport fluvial, mais également un transport ferroviaire. Vous avez ensuite 2 autres catégories, des ports plus modestes, dans des conditions différentes, les ports urbains, donc les plus emblématiques, c'est ce que vous avez dans Paris, les quais dans Paris, pour faire simple, et puis tout ce qui va être plus métropolitain, les ports dès qu'on va être dans la petite couronne de l'Île-de-France, et puis ensuite des ports plus périphériques, dans des villes plus modestes, plus rurales, de type Soupe-sur-Loing ou autre. Donc on doit, nous, gérer des ports qui représentent des enjeux différents, à des échelles très différentes. Le trafic fluvial, je vais juste en redire un mot quand même, parce que c'est essentiel. La Seine représente beaucoup d'enjeux, mais cet enjeu du trafic fluvial, il faut toujours le répéter. L'enjeu majeur, c'est le trafic fluvial, c'est essentiel en termes de logistique. C'est le trafic le plus vertueux d'un point de vue écologique. Voilà, donc Dominique l'a rappelé, il y a eu un frémissement important, plus qu'un frémissement, un début de décollage de ce trafic
dans les 2-3 ans précédant la crise Covid, puisqu'on est passé, Dominique le rappelait, de l'ordre de 20 millions de tonnes à 25 millions de tonnes en 2019, juste avant la crise Covid. Et tout cela lié à des enjeux type Grand Paris, avec une massification pour la filière du BTP qui est extrêmement importante et essentielle pour cette filière, et donc essentielle pour notamment la qualité de l'air en Île-de-France. Mais au-delà même du BTP, on a aussi maintenant, et depuis de nombreuses années, un essor autour de la logistique urbaine, avec des véritables enjeux qui sont devant nous et qu'il va falloir consolider post-crise Covid, bien évidemment. Et puis je ne reviendrai pas, mais d'autres acteurs le feront, autour de l'enjeu sur le tourisme et donc du trafic de passagers. Est-ce que ces avantages que vous décrivez sont aujourd'hui mieux perçus et en fait, je vais mettre les pieds dans le plat. Il y a quand même une époque où les relations que vous pouviez avoir avec les riverains n'étaient pas forcément au beau fixe. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la relation s'est nettement améliorée, que vos enjeux communs sont compris? Je ne sais pas qui ose, hein, vous regardez. Non, en fait... Je poursuis et je passerai la parole aux autres, bien sûr. Côté port, ça fait une bonne dizaine d'années en fait, qu'on a parfaitement compris cet enjeu. C'est-à-dire qu'on doit marier deux enjeux essentiels. Le premier, c'est évidemment de développer ce trafic fluvial parce qu'il est bon pour l'environnement et bon pour la région de manière générale. Il faut le rappeler, il faut peut-être faire plus de pédagogie pour que ceux qui sont moins au fait, en fait de cet élément essentiel en prennent pleinement conscience et ne tombent pas dans le fameux NIMBY, c'est très bien pour tout le monde, mais pas à côté de chez moi ou pas chez moi. Donc il faut vraiment combattre cette tendance naturelle qu'on retrouve dans tout un tas de domaines. Et évidemment, le port, depuis une dizaine d'années, a parfaitement compris que, notamment à travers l'action de certains élus, et maintenant totalement généralisée à toutes les communes fluviales, que les élus et les populations, les habitants, les riverains veulent se réapproprier le fleuve. Donc dans toute notre action, y compris donc, en premier lieu dans l'aménagement, on pense complètement différemment nos installations portuaires pour les réouvrir complètement sur la ville et redonner un accès aux habitants sur ces installations, les rendre beaucoup plus agréables, permettre la promenade et aller vers une mixité des usages dès qu'elle est réalisable et tant que faire se peut. Mixité temporelle, mixité fluviale. Les opérateurs peuvent réaliser leur logistique en journée en clôturant les zones. Ils la réouvrent le soir et le week-end pour que les personnes puissent venir se promener, profiter des aménités, des berges, que l'on rend plus naturelles si c'est possible, etc., pour réussir à mixer l'ensemble des usages. Oui, j'ai envie d'ajouter que le transport fluvial, c'est beau. Merci, messieurs VNF et Port de Paris, de réaménager ces berges. On voit les chemins de halage maintenant qui sont transformés en promenade, en pistes cyclables. Et je peux vous dire que, puisqu'on le pratique au quotidien, les gens qui passent avec des vélos, avec des enfants, s'arrêtent avec émotion pour regarder passer un bateau. Ah, regarde, une péniche, un bateau. On donne un petit coup de corne à l'occasion. Ils ne ressentent pas la même émotion quand c'est un train ou un camion. C'est pas pareil. Pierre-Yves Biette, tout à l'heure, vous évoquiez déjà les relations, enfin les réunions que vous organisez avec les riverains, les locaux. Ça se passe très bien aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que sur la région des Hauts-de-France où va s'inscrire le canal, on a cette culture fluviale, malgré tout. Encore, les gens, ils sont nés et ils vivent auprès de petits canaux, ou le canal du Nord, un canal de moyen gabarit. Donc il y a déjà un peu cette compréhension de ça. Et puis, il voit bien ces enjeux de transition écologique, mais aussi ces enjeux de réindustrialisation. On est dans une région historiquement industrielle qui a quand même subi des grandes difficultés, la fermeture de pans entiers de son industrie et le Covid, tout ce qu'on a vu, la dépendance d'autres continents. Ils voient bien qu'il y a un enjeu de réindustrialisation et ils comprennent que ce canal et cette liaison Seine-Escaut, elle va permettre justement d'allier à la fois une réindustrialisation, mais pas comme on l'a fait au 19e ou au 20e siècle, mais comme on va la faire au 21e siècle, en conciliant donc l'écologie et l'économie, et que le canal Seine-Nord, la liaison Seine-Escaut, ça va être un levier. Donc déjà, il y a globalement cette compréhension-là. Après, attention, faire un aménagement de 2500 hectares qui va modifier le paysage. On va pas
on ne va pas juste un petit peu changer, il va y avoir de nouveaux paysages qui vont être créés quand on va implanter une écluse de 21 mètres à côté de l'agglomération de Noyon ou quelque chose comme ça. Et ça, évidemment, ça passe par la concertation. La concertation, elle est de longue date, elle s'affine encore aujourd'hui, elle implique les habitants sur la manière dont ils vont s'approprier les berges. Donc il y aura une piste cyclable le long du canal Seine-Nord-Europe, en effet. Il y aura des pontons de pêche. L'idée, c'est que ce soit un canal vivant d'un point de vue environnemental, pour la biodiversité, mais aussi, évidemment, pour les habitants. Et tout ça, c'est un cadre de vie. Donc l'objectif, c'est de restituer, après les travaux, un cadre de vie qui soit agréable. Alors voilà, dans les endroits où vraiment il y a des aménagements très, très importants, on organise des démarches de participation, de co-construction avec les habitants. Pas plus tard que de la semaine prochaine, voilà, une réunion dans une commune du nord de l'Oise où on va concrètement travailler à la manière. Est-ce que vous voulez voir le canal, le masquer, les cheminements autour du canal? C'est tout ce travail qu'on est en train de mener pour que les gens s'approprient finalement leur cadre de vie de demain, et à ce moment-là, ils l'acceptent et ils voient d'une bonne augure, même s'ils nous posent des questions sur le bruit, sur toutes ces questions-là, le développement attendu du trafic fluvial, de marchandises ou de paquebots, parce que le canal Seine-Nord, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ça ouvre la porte aussi, pourquoi pas, à des croisières du type Paris-Amsterdam, par exemple. Ce que je ressens à vous écouter, c'est un grand espoir, un grand enthousiasme. On est à l'aube de quelque chose. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'il faut pour que ça décolle? Dominique, ça vous retombe dessus. Merci. Je pense que maintenant, il faut passer des bonnes intentions aux actes. On a beaucoup de manifestations d'intérêt pour la voie d'eau. Moi, depuis que je suis à VNF, ça fait 3 ans et demi, je suis frappé de l'accélération de l'intérêt qui est porté à la voie d'eau par les acteurs économiques, et aussi, ce qui est très intéressant, par les acteurs institutionnels, les collectivités, qui ont changé le prisme, le regard sur la voie d'eau. Moi, quand je suis arrivé, j'étais frappé. Le prisme, c'était il faut utiliser la voie d'eau pour faire des activités récréatives, pour faire des activités nautiques, etc. Il faut préserver la voie d'eau et quasiment il faut chasser l'usage économique, le transport fluvial de la voie d'eau. Aujourd'hui, on est revenu sur des considérations beaucoup plus équilibrées et qui sont beaucoup plus favorables, me semble-t-il, au développement des territoires, au développement harmonieux des territoires. Avec des collectivités qui non seulement souhaitent préserver la voie d'eau, mais même l'accompagnent. Nous avons des démarches qui sont engagées avec la région Île-de-France, avec la métropole du Grand Paris, avec la métropole de Rouen, un peu partout, autour justement d'un meilleur usage de la voie d'eau, une place plus importante de la voie d'eau dans la vie au quotidien, dans le besoin de livraison, d'acheminement des marchandises du quotidien, de la cité et des territoires. Pour que ça avance, il faut maintenant que j'allais dire, cet intérêt se manifeste. Alors pour certains acteurs économiques, ça peut être un peu inquiétant de changer de logistique parce que c'est toute une révolution. Parce que passer de la logistique routière à la logistique fluviale, c'est pas simplement substituer un bateau à un camion, c'est plus que ça. Il faut en fait repenser sa chaîne logistique dans son ensemble, sans quoi il n'y a pas un grand intérêt à le faire. Donc ça peut faire un peu peur. Donc il faut passer ce cap. Je pense qu'on va y arriver. C'est un peu long, c'est un peu compliqué. Les collectivités, justement, nous accompagnent et accompagnent les acteurs. Et je crois que c'est une bonne chose. Et puis derrière, j'allais dire aussi, il faut aller donc vers ce multi-usage. On fait beaucoup de choses pour accompagner la biodiversité. On en a parlé. Ça a été évoqué d'ailleurs par la ministre. Voies navigables de France construit des passes à poissons. Sur le bassin de la Seine, nous avons construit plus de 27 passes à poissons et on continue à en construire. On fait beaucoup de choses. Donc il faut aller vers ce multi-usage. Il faut avoir, ceci étant à l'esprit, je pense que c'est important, la symétrie des enjeux. Un bateau, ça ne passe que sur une voie d'eau. On peut se promener ailleurs que le long d'une voie d'eau, on peut faire du cheval ailleurs que le long d'une voie d'eau, on peut faire du vélo ailleurs que le long d'une voie d'eau. Il ne faut pas que ces autres usages s'opposent à l'usage transport fluvial de la voie d'eau, sans quoi nous perdrions quelque chose de très important, de très utile aujourd'hui pour nos territoires. Benoît Hamon, alors on a compris que ce qu'il vous fallait déjà, c'était des touristes qui reviennent. Est-ce que vous avez est-ce qu'il y a d'autres besoins pour que ça puisse démarrer? CroisiEurope, c'est principalement de la clientèle française. Donc ils sont revenus. Ils avaient hâte de rembarquer à bord, de faire des croisières. Donc ils sont revenus en juin, quand on a eu l'autorisation de pouvoir renaviguer. Justement, c'est aussi...
quand j'ai entendu un peu tous les intervenants, nos clients, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire une croisière, mais c'est aussi, on communique sans le voir, mais les clients, ils le voient quand ils croisent des convois de 5000 tonnes, quand ils croisent des artisans qui déplacent des céréales tout au long de la saison. C'est des choses qu'ils ne voient pas tous les jours par rapport à rouler sur la 13. Là, ils le voient ils le croisent, ils ont le temps parce que le fluvial, c'est long et c'est doux. Notre croisière, c'est une moyenne de 15 km/h. Et pareil pour les berges, ils ont le temps de les voir, ils ont le temps de critiquer, de juger, de voir les plastiques qu'on peut voir après une crue, par exemple au bord de la berge. Puis nous, on est là aussi pour montrer qu'il y a des secteurs que c'est pollué, mais il y a aussi des associations qui sont là, qui ramassent, et on les voit souvent les week-ends. Donc on est là aussi pour sensibiliser tout le monde. Et nous aussi, on vous remercie pour les associations qui sont au bord de Seine, quand on les voit œuvrer. Donc pour nous aussi, c'est bon pour la profession, de naviguer sur des berges propres. Pascal Malbruno, qu'est-ce qu'il faudrait pour faire avancer ce transport fluvial ? Moi, je pense qu'il faudrait qu'on en reparle peut-être aussi dans les écoles de logistique. Le transport fluvial, il a disparu des esprits. On n'apprend plus à l'école le transport fluvial. Le transport fluvial, c'est les péniches, c'est un truc du passé. Alors que justement, si on se promène un peu sur les voies européennes, moi je dirais que le transport fluvial, c'est le transport de l'avenir. Il faut repenser à Rhin-Rhône. Marseille devrait être l'entrée sud de l'Europe. Ça a été dit tout à l'heure, on a un réseau fluvial, le réseau fluvial français est le plus étendu d'Europe. Oui, c'est vrai, c'est aussi le plus vieux. Malheureusement, je sais la volonté de Dominique Ritz de vouloir faire avancer ce schmilblick. Malheureusement, on a pris en France un demi-siècle de retard et il faut repartir. Je dirais que plus la planète a des problèmes, plus on s'interroge sur la pollution et sur l'économie, plus le transport fluvial est pertinent. De tous les deux. Alors, celui qui a le micro va gagner, mais que partir. Peut-être effectivement, par rapport à ce qui vient d'être dit, je pense que les 8 milliards d'euros d'investissement qui sont mis sur la liaison Seine-Escaut, en France, en Belgique également, eh bien, ça va jouer un rôle de catalyseur de toutes ces évolutions-là. À un moment donné, un chargeur, il va se dire il y a quelque chose qui se passe. Il va peut-être même y avoir un espèce d'effet un peu grégaire. Celui qui n'y sera pas, celui qui ne sera pas dans cette dynamique-là, de se dire comment le transport fluvial sur la liaison Seine-Escaut change la donne pour son entreprise, pour son secteur d'activité, il va prendre du retard. Donc je pense qu'on a donc 8 à 10 ans pour s'y préparer. C'est vrai aussi pour le transport fluvial français, pour la batellerie française. Souvent, c'est une question qu'on nous pose, y compris les bateliers sur le territoire. Mais finalement, est-ce qu'on ne va pas se faire un peu avaler par les Néerlandais ? Moi, je suis persuadé qu'au contraire. Et quand j'en discute avec des bateliers génération Canal, j'ai envie de dire, qui me disent, nous, aujourd'hui, on a un Freycinet, on a envie de monter en gamme, on a envie de préparer, on a envie de passer peut-être demain à court terme sur un canal du Nord, et puis un 1500 tonnes ou un 2500 tonnes, le canal Seine-Nord, il va permettre de changer d'échelle, de la même manière qu'il va permettre de changer d'échelle. Et ça, l'enjeu, c'est que le monde du fluvial ne le fasse surtout pas tout seul, c'est que ça se fasse avec l'ensemble de l'écosystème, quoi. Et évidemment, les collectivités locales, toute cette relation entre la voie d'eau, les berges et les territoires, elle est essentielle. Sur le canal Seine-Nord, j'en finirai par là. C'est la raison pour laquelle on discute, on négocie des contrats territoriaux de développement en même temps qu'on construit le canal Seine-Europe pour justement que le territoire s'inscrive complètement dans cette dynamique-là. Sébastien Hennick sur les ports. 1, 2. Je vous trouve tous un petit peu pessimistes finalement. C'est une boutade, mais le démarrage, que faut-il ? Non, le démarrage, il est là. Je veux dire, on est en plein dedans. Je rappelle. Je parlais en vol, vous êtes dur. C'était une boutade, mais on est quand même passé de 20 à 25 millions. On parle souvent de progression, on est à 25%. Enfin, je veux dire, c'est énorme. C'est pas un petit décollage. Le décollage, il était là avec le Grand Paris. Alors, on a la crise Covid, mais le décollage, il y est. La prise de conscience. Alors, on est tous des professionnels dans ce domaine. On a tous envie que ça décolle encore plus, mais réjouissons-nous déjà de la réalité qui est incroyable.
Les entreprises ont parfaitement pris conscience de l'enjeu, toujours plus. Preuve en est sur les ports, on est aujourd'hui sur des acteurs majeurs de type Ikea qui nous mettent maintenant la pression pour qu'on leur garantisse que le transport fluvial sera faisable, au lieu d'avoir des acteurs qui viennent s'implanter et que c'est plutôt au port de les pousser à faire du transport. Maintenant, la tendance se renverse. On est sur des très grands projets sur nos ports. Les ports sont complets. Quand on fait un appel à projet, les gens se battent pour pouvoir s'y implanter. Donc, je veux dire, on est plus que sur un frémissement. On y est. Il y a vraiment une prise de conscience de l'ensemble des acteurs économiques. Et ceux qui n'auront pas compris, malheureusement, il faudra en passer par la contrainte, c'est-à-dire les pouvoirs publics qui vont décréter des ZFE et autres, moins de camions, ou des contraintes diverses et variées qui, mécaniquement, pousseront les derniers acteurs les plus récalcitrants ou les moins réalistes à passer par la voie fluviale. Après, je rejoins Dominique. Tout cet accompagnement et ce réel décollage encore plus important sera possible si on préserve aussi une bienveillance vis-à-vis de ce transport qui, s'était rappelé, est historique et une profession qui a besoin de moyens pour se moderniser. Les péniches, pour certains, pour les petits bateliers, sont très anciennes, ont besoin d'être modernisées, on en parlera aussi sans doute. Et donc il faut accompagner la profession, lui laisser le temps de se moderniser, de progresser et de permettre ce réel développement qui est essentiel et bon pour l'ensemble de la société. Alors, on est à un mois de Noël. En guise de conclusion, j'ai envie de vous demander quel est votre souhait. Si vous avez une chose à demander au Père Noël, qu'est-ce que vous espérez pour qu'on s'envole? Pascal Malbruno, vous avez le micro. Oui, le Père Noël, j'aimerais bien qu'il mette des prises de courant sur les quais pour qu'on puisse continuer à être bon pour la planète. Comme ça, les riverains n'entendront plus nos groupes électrogènes. C'est en cours, il y en a déjà quelques-unes avec Bornéo. C'est un truc, ça avance. Voilà. J'aimerais qu'on ait aussi des stationnements pour garer nos bateaux. J'avais proposé une escale mixte avec le lourd bateau de commerce à l'extérieur et le petit bateau de plaisance à l'intérieur. Ça, on est branchés tous dans la même prise. Je crois qu'on n'est pas si nombreux sur ce fleuve et la Seine en partage, c'est le partage. Et je crois que si on partage correctement ce fleuve et qu'on rame tous dans le même sens, le schmilblick va avancer. Merci Pascal. Benoît, votre souhait? Oui, je rejoins Pascal pour l'électrification des quais. CroisiEurope est basé à Paris, quai de Grenelle, dans le 15e arrondissement. Donc là, on a une COT avec le port de Paris. Donc, on a fait l'investissement du coup sur notre quai. Maintenant, on est là, on est présent pour continuer cette démarche sur différentes escales de la vallée de la Seine. Parce que, à savoir que la consommation électrique, la consommation de carburant, c'est 3/4 pour l'électricité, l'éclairage du bateau. C'est pas pour la navigation. Donc c'est un bien, quoi. Mais on voit bien qu'il y a des démarches, il y a des projets qui vont arriver dans très peu de temps. Pierre-Yves Bied. Je crois que le souhait, c'est que cette perspective justement là, de la liaison Seine-Escaut qui se prépare soit vraiment intégrée par l'ensemble des acteurs. Il y a encore quelques années pour, encore une fois, s'y préparer et que tous ensemble, dans le dialogue entre les gens du fleuve et les gens de la terre, mais qui ont évidemment un rôle à jouer essentiel, il y ait ce collectif qui se crée et qui permettent de franchir ce cap important pour le bassin de la Seine et au-delà, donc l'ensemble de la liaison Seine-Escaut avec le développement de l'industrie, des loisirs autour du fleuve et du transport fluvial au milieu de tout ça. Dominique Ritz. Ouais, alors, moi, je souhaite que le travail qui est engagé pour faire avancer ce fleuve dans l'ensemble de ses usages se poursuive. Moi, j'ai l'impression qu'on mène un beau travail et l'association La Seine en Partage y contribue. Elle n'est pas la seule, mais elle y contribue. Et moi, je souhaite que ce travail puisse se poursuivre et qu'on continue à œuvrer en bonne intelligence pour que justement l'ensemble des usages de la Seine, la diversité de ces usages puisse être reconnue. Je me permettrai juste de dire à M. Malbruno que le Père Noël est arrivé avant l'heure, puisque nous avons, avec Aropa Port, Voies navigables de France, nous mettons en place un programme d'électrification des quais. Vous le savez, M. Malbruno, donc il y a déjà 13 bornes qui ont été implantées. Il y en aura plus de 80 qui seront implantées d'ici à la fin 2023.
Et la dynamique ne s'arrête pas là, puisque nous sommes dans une dynamique qui vise finalement un horizon assez proche, à électrifier l'ensemble des quais et permettre à l'ensemble des bateaux qui naviguent aujourd'hui sur le bassin de la Seine, donc plus de 900 unités, de pouvoir se brancher à quai et effectivement d'éviter de recourir à leur moteur pour produire leur propre électricité. Sébastien Annick. Oui, donc comme vous le savez, le Père Noël passe tous les ans, donc il ne va pas livrer toutes les bornes d'un coup. Donc voilà, c'est un processus phasé sur lequel bien évidemment travaillent VNF et le port. Ça pourrait être une conférence entière, mais de fait, il y a d'autres instances et d'autres conférences sur le sujet qui sont nombreuses aussi portées par VNF. C'est un sujet, quand même, je tiens à le dire, qui est plus complexe qu'on peut l'imaginer. C'est pas poser une prise de courant comme on imagine une simple prise de courant. Les bateaux ne sont pas les mêmes, les usages ne sont pas les mêmes. Donc voilà, c'est vraiment un sujet complexe. Par contre, on est bien évidemment très conscient que c'est une attente essentielle et on va y répondre. Et voilà. En termes de Père Noël, le port cette année est le Père Noël, puisque nous livrons cette année une application qui va permettre tout signalement, pour débuter dans le bief de Paris pour faire un test, tout signalement d'un désordre, d'un dysfonctionnement, d'une mauvaise exploitation qui pourrait être constaté, qui pourrait être fait via cette nouvelle application. Donc ça permettra également plus de transparence, plus de dialogue, auquel le port est particulièrement attaché. On n'en a pas parlé, mais nous travaillons aussi sur tous ces sujets. Le Père Noël, c'est finalement réussir à tous s'entendre, concilier tous les usages en bonne entente et co-construire en fait cette vision du fleuve. Juste sur l'application, elle porte quel nom et on la trouve comment ? Vous allez sur le site de Haropaport et vous trouverez tout simplement le lien. Merci beaucoup à tous les 5.